Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct des Culturales 2015 dans le cadre du Show des Innovations. Alors, quel bénéfice attendre du semis des couverts permanents? Effectivement, c'est une question qui est importante puisque l'idée, c'est d'avoir une biomasse qui est importante à la fois sur le plan quantitatif, mais aussi de façon régulière. Alors, on va en parler avec les meilleurs experts dans ce domaine et j'accueille Jérôme Labroche. Bonjour, si vous voulez bien me rejoindre. Bonjour Jean-Paul. Jérôme Labroche, vous êtes ingénieur donc chez Arvalis. Alors, on peut l'applaudir, ça serait sympa. Allez, on y va. Ouais. Impec, merci. Alors, Jérôme, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous vous intéressez tant aux couverts permanents? Alors, on a travaillé sur les couverts d'interculture depuis une vingtaine d'années. Les résultats sont bons en général avec des crucifères, qui sont des plantes, entre autres, des plantes qui sont vigoureuses à s'installer et qui donnent souvent des bons résultats en interculture. Donc là, vous avez l'exemple sur une photo avec une moutarde blanche qui est bien développée. Alors les couverts, malgré tout, les plus intéressants, ça reste les légumineuses dans la mesure où elles vont fixer de l'azote de l'air et améliorer les restitutions à la culture suivante. Le problème, c'est des fois, ça réussit très bien. Vous avez l'exemple ici d'une veste du Bengale qui fait à peu près 4 tonnes de matière sèche. Mais parfois, on a des échecs, comme ici sur cette photo, qui s'expliquent par des difficultés à la lever. C'est des espèces assez délicates à s'implanter et qui nécessitent beaucoup de température pour pousser. Donc des fois, par rapport au coût élevé des semences, on est un peu déçu. Et du coup, on cherche des alternatives qui auraient un intérêt plus fort au niveau technico-économique. Alors justement, quelles sont ces alternatives? Alors le principe, ce serait de rester sur des légumineuses, mais en travaillant sur des plantes différentes en termes d'espèces et sur des cycles plus longs. Donc par exemple, on va installer une plante, un couvert dans la culture précédente, au lieu de l'installer en interculture. On va plutôt travailler avec des espèces longues à s'installer et pérennes, comme des trèfles ou des luzernes, et les garder au moins 1 an. Donc on est sur des cycles complètement différents par rapport à nos couverts plus classiques. Alors j'ai bien compris, effectivement, vous allez les semer en même temps, mais pour autant, leur développement, il n'est pas synchrone, il ne se fait pas à la même vitesse. Alors effectivement, ça pousse pas à la même vitesse. Par exemple, si on prend l'exemple d'un colza qui serait associé avec une légumineuse, vous allez avoir, donc vous avez ici l'exemple d'un colza qui lève avec des légumineuses gélives, gestes, fenugrec, lentilles, et vous voyez un petit trèfle blanc au premier plan, donc qui est tout petit, qui vraiment pousse très lentement à l'automne. Et puis ensuite, donc là vous l'avez en sortie d'hiver, donc vous avez donc ce trèfle qui a survécu et qui n'a pas gelé, contrairement aux autres espèces. Il est beaucoup plus petit que le colza. Et puis donc ensuite au printemps, vous le voyez, il commence à pousser, et une fois que le colza fleurit, il manque de lumière, donc il végète un peu. Et voilà pour le cycle du colza. Donc là, on a beaucoup parlé du colza, mais est-ce que c'est possible aussi pour d'autres cultures? Alors oui, tout à fait. Selon les rotations de la région, on va essayer de trouver la culture la plus adaptée. Par exemple, en Pays de la Loire, on travaille plutôt avec du maïs fourrage. Donc vous avez ici un exemple obtenu sur la Jalière avec donc un mélange de trèfle qui a été semé au stade 3-4 feuilles environ du maïs. Et donc c'est un trèfle qu'on va pouvoir garder l'interculture suivant le maïs, avant le blé. On peut également travailler avec des céréales à paille. C'est un petit peu difficile quand les céréales sont très épaisses avec des gros potentiels, mais c'est très courant en agriculture biologique. Là, vous avez une luzerne sous couvert de blé en agriculture biologique et on voit que la luzerne est très bien installée. Et dans d'autres régions, dans d'autres situations, on travaille beaucoup avec le colza, qui est une culture qui s'y prête bien. Là, vous avez l'exemple d'un trèfle qui est plutôt bien réparti, pas très développé, mais on voit qu'il est installé et donc il va être prêt à redémarrer après la récolte du colza. Donc effectivement, Voilà. Colza, maïs, céréales. Et du côté des couverts, par contre, est-ce qu'on a un choix aussi? Alors effectivement, il y a un choix assez important en privilégiant des espèces pérennes, c'est-à-dire qui ont une durée de vie d'au moins 2 ans. Les grands classiques, c'est luzerne et trèfle blanc. Si on démarre sur l'exemple de la luzerne, il y a beaucoup de gens qui démarrent avec une luzernière, c'est-à-dire qu'ils vont semer un blé derrière de la luzerne et la garder en partie vivante dans le blé. Ça leur permet de se faire la main. C'est un couvert qui pousse bien dans beaucoup de situations françaises. Le trèfle blanc, lui, il est vraiment très très répandu également, facile à faire pousser dans beaucoup de situations, pas très cher. Et c'est très sécurisant parce que c'est une plante qui reste courte. Donc par rapport à la gêne potentielle à la récolte, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Donc ça, on peut apprécier.
Après, il y a d'autres espèces moins répandues, mais qui peuvent être utilisées dans certains cas. Le trèfle violet, que vous avez ici sur cette photo, qui est plutôt en taille équivalent à une luzerne, mais plus adapté à des sols humides ou acides, contrairement à la luzerne. Et le lotier, pour terminer, donc une plante corniculée, donc une plante fourragère qui est pas très connue, qui n'est pas très productive, mais justement, c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, c'est une plante qui est moins agressive par rapport aux cultures, donc plus facile à gérer pour avoir un couvert pas trop compétitif de la culture. Donc on a bien compris, on a le couvert, la culture, et puis quand on va récolter la culture proprement dite, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est justement là que ça prend tout son intérêt, c'est qu'une fois que le couvert est installé sous la culture et qu'on récolte, il se met à avoir accès à la lumière, ce qui fait qu'on peut observer un développement extrêmement important en quelques jours. En général, en 4-5 jours, on ne le reconnaît plus, il se met à pousser très très vite. Donc on peut avoir, donc par exemple, des trèfles installés au bout de... Vous l'avez sur la photo de gauche, c'est un trèfle qui a 3 mois au moment où la photo a été prise. Bon, bah, vous voyez, globalement, il est là, mais il est tout petit et il n'a pas produit beaucoup de biomasse. Et à droite, vous avez un trèfle qui a été semé un an avant, un peu plus d'un an avant. Donc là, on est au mois d'octobre, avant un blé. Et donc, le trèfle a été installé l'année d'avant, au mois d'août, avec un colza. Dans cette parcelle, c'est exceptionnel. On a fait 7 tonnes de matière sèche de trèfle et 165 kilos d'azote. Pour un trèfle qui nous a coûté en semences de l'ordre de 15 à 20 euros. Donc en fait, on perçoit du potentiel dans cette technique pour des coûts assez raisonnables. Donc voilà, on travaille dans cet objectif-là. Ouais, c'est assez énorme d'ailleurs. Alors ce qui va peut-être compliquer l'affaire, c'est qu'après, il va falloir semer la culture dans le couvert qui est déjà développé, puisque c'est le but. Alors il y a 2 options possibles. La première, ce serait de tuer le couvert au moment où on va semer le blé. Par exemple, on va travailler le sol, du coup on détruit le couvert, en grande partie en tout cas. On implante son blé sans souci. Il n'y a pas de risque de compétition du couvert sur la culture. Et le couvert, s'il est bien développé, étant assez riche en azote, bah, il va libérer de l'azote à la culture suivante. Donc ça, c'est assez facile à faire. C'est presque possible pour tout le monde, quel que soit son matériel, avec des résultats qui semblent tout à fait intéressants. La deuxième option, qui est beaucoup plus complexe, plus technique, ce serait de garder le couvert vivant. Donc là, on va plutôt semer en semi-direct et on va garder le couvert vivant pour qu'il puisse continuer à structurer le sol, couvrir le sol et limiter le développement des mauvaises herbes. Il va continuer à fixer de l'azote. Donc il va jouer un rôle. Il va également être capable de repousser après la culture. Donc on va avoir vraiment un couvert très long. Par contre, il va falloir gérer une compétition potentielle très forte entre le couvert et la culture. Donc c'est ça qui va être un petit peu technique à gérer. Alors là, on vous a expliqué la mécanique, l'intérêt. Maintenant, on va aller dans la Barne, à la rencontre d'un agriculteur qui pratique donc cette technique. Et puis écoutez surtout les chiffres. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Image. Je suis en pleine Champagne-Crayeuse et la problématique se situe au niveau des buttes de craie. On s'aperçoit qu'il n'y a plus de sol. Pendant 2 ans, j'ai ensemencé de l'orge de printemps et l'orge de printemps est restée naine, 30 cm environ, et a produit 20 quintaux. Je savais que la parcelle n'était pas fertile, que la butte n'était pas fertile, mais à ce point-là, j'étais loin de l'imaginer. J'ai décidé de mettre de la luzerne. L'idée, c'est d'avoir 2 plantes associées avec 2 systèmes racinaires complètement différents. L'une qui explore le haut et une qui explore le fond du sol. La luzerne qui sert d'ascenseur à éléments minéraux, qui va pomper de l'humidité, qui va pomper des éléments minéraux, qui fissure la roche, et le blé qui bénéficie en fait des apports de la luzerne. Première année, comme l'orge de printemps, la luzerne n'a pas poussé. On l'a quand même broyée. Deuxième année de luzerne, la luzerne s'est mise à pousser, on l'a broyée 1 fois. Et troisième année, on s'est aperçu qu'il y avait une amélioration de la production de la luzerne. J'ai semé un blé rapidement, comme ça, je vais dire, on verra bien, de toute façon, au pire des cas, on passera le broyeur. Et je me suis aperçu que le blé poussait. La surprise, à la moisson, on était autour de 100 quintaux, 104 quintaux exactement. En termes de charge, 100 kg d'azote et puis une centaine d'euros fongicides plus désherbants. Et là-dessus, quelques litres de fioul pour implanter le blé.
et une luzerne qui repart a posteriori. Économiquement, ça tient la route. Que cette année, on a recommencé sur des cultures de pois de printemps, sur des cultures d'orge de printemps. On a semé en direct avec de semoir à dents et on a passé un roule, ce qui nous a permis de refermer les rayons. Et aujourd'hui, on n'a plus cette problématique de fermeture de rayons. Aujourd'hui, j'ai des buttes de craie qui sont magnifiques. On a une homogénéité dans la culture, on a des sols qui réagissent complètement différemment. On observe des bénéfices au niveau des cultures qui sont extraordinaires. Alors évidemment en culture associée blé, luzerne, mais aussi en culture associée févrole sur raies-gras. Colza avait associé avec des légumineuses. Ça permet d'éviter 90 € de désherbant. Et en plus, un peu de gain en termes d'azote, environ 20 à 30 unités en moins dès qu'on met des légumineuses associées au colza. C'est assez étonnant quand même ces chiffres. Alors justement, pour prendre du recul, pour savoir si c'est un cas typique ou pas, j'ai le plaisir d'accueillir l'ingénieur régional Arvalis en région Champagne. Il s'agit de Philippe Aupriche. Bonjour. Bonjour Jean-Paul, bonjour à toutes et à tous. Alors justement, est-ce que ce cas est atypique ou non? Alors très bonne question, cas atypique ou cas peu atypique, j'ai envie de répondre quand même cas un petit peu atypique, ce monsieur Ravillon, puisque si vous avez bien suivi le film là, que vous venez de voir, de visionner, au moment où l'agriculteur a semé sa luzerne, il était quand même assez loin d'imaginer qu'un jour, il déboulerait dans sa parcelle avec son semoir pour y semer du blé. Pourtant, c'est bien ce qu'il a réalisé. Et peu importe la façon d'y arriver, le résultat, c'est que pendant une campagne complète, il a eu à gérer dans une même parcelle deux cultures différentes, la luzerne et le blé. Il a récolté du blé et la luzerne est repartie après la récolte. Donc on est bien dans le cadre de couvert permanent. Alors, est-ce que cette technique est intéressante ou pas? Alors, on va pas se mentir, hein. La technique des couverts permanents, comme toutes les techniques, elle ne devient intéressante qu'à partir du moment où elle est parfaitement maîtrisée. Alors dans le cas présent, Monsieur Ravillon s'en est plutôt pas mal tiré, puisqu'il a réussi à lever les contraintes liées à sa nouvelle situation. Alors sa nouvelle situation, c'était deux cultures dans la même parcelle. Et il a levé ces contraintes comment? Il les a levées en adaptant très judicieusement l'itinéraire technique de son blé et en tirant en partie la présence de la luzerne. Donc le bilan est très positif, puisque la luzerne non seulement n'a pas perturbé le blé dans sa croissance et dans son développement, et puis le blé, du coup, vous l'avez entendu, a produit quand même pas mal de quintaux avec assez peu d'azote. Alors, est-ce que vous avez retrouvé ce type de cas ailleurs en France? Alors oui, on a eu des observations chez d'autres agriculteurs, dans d'autres régions en France, mais pour nous, à Arvalis, ce qui nous intéresse le plus, c'est de quantifier de façon complètement objective les bénéfices que l'on peut tirer de ces couverts permanents de légumineuses. Alors en termes de bénéfices, Jérôme l'a précisé tout à l'heure en introduction, vous le savez, mais je le répète quand même, le principal principal atout des légumineuses, c'est de pouvoir capter l'azote de l'air et le transformer en azote assimilable par toute autre culture. Donc on a pensé en premier aux bénéfices azote. Alors, je vous parlais d'évaluation précise, etc., de quantification. Pour arriver à ça, nous, on fait des essais. Donc, on va prendre un cas précis, un essai récent qui a été réalisé par Jérôme et son équipe à Bonneville, au sud de Paris. Donc, un essai qui s'est déroulé sur 2 ans. Première année, on avait donc dans cet essai deux parties. Première partie de l'essai, comme vous le voyez là, un colza semé en association avec du trèfle. La même année, on a semé un colza solo. Premier résultat de cette première année, on observe les rendements du colza associé, non associé, 41 quintaux partout. Donc j'ai envie de dire plutôt bien, parce que le trèfle n'a pas été concurrentiel du colza cette première année. Ensuite, l'essai s'est poursuivi une seconde année, donc deuxième année. Vous allez voir les photos qui vont accompagner mon discours. Donc deuxième année, à l'interculture déjà, le trèfle repousse assez vigoureusement à l'interculture. Vous voyez là, on est à la partie colza qui était associée au trèfle, on voit à peine les repousses de colza, donc beaucoup de trèfle. Ensuite, dans cette partie-là, on a semé en direct un blé. Et juste avant le semis, en fait, le couvert a été régulé. Et dans l'autre partie de l'essai, on a semé un blé en semoir semi-direct, mais sans trèfle associé. Donc on avait la comparaison du blé associé avec le trèfle contre le blé solo. Donc, résultat de cette seconde année, roulement de tambour, on va voir un petit peu les résultats en rendement et en qualité.
Donc là, ce qu'il faudra regarder, c'est pas forcément les rendements en valeur absolue. Ce qui est intéressant à observer, c'est vraiment les écarts. Donc on y va, sans trèfle blanc, avec trèfle blanc. Donc là, on est en rendement. Il y a quasiment 6 quintaux qui se baladent entre les deux modalités de cet essai à la faveur du blé qui a été associé au trèfle. Et au niveau, donc c'est pas négligeable du tout, et au niveau de la qualité, on voit la sauce Rémy, voilà, 1% de protéines de différence, à nouveau, en faveur du blé associé. Donc là, bilan des courses, on a vraiment un blé qui a réussi à complètement valoriser l'azote qui a été capté par le trèfle et qui s'est transformé en rendement et en protéines en plus. Merci beaucoup. Alors à présent, grâce à la magie de la vidéo, on va retrouver Romain Légère, donc qui se trouve dans un profil tout près d'ici. Alors, effectivement, Romain, je vois bien que vous êtes dans un profil. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous m'expliquiez concrètement ce que l'on peut voir sur ce profil. Et puis aussi, je sais que vous avez mené des expérimentations intéressantes. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, Romain ? Alors oui, ici, donc on est sur un couvert de luzerne, hein, donc on voit bien que la surface du sol est protégée par la plante. Et que plus en profondeur, les racines assurent une certaine friabilité. Quand la luzerne est plus développée, donc les racines vont même jusqu'à décompacter le sol en profondeur et favoriser l'implantation de la culture principale. Donc par ailleurs, depuis 2009, sur la station de la Jaillère, donc nous testons l'implantation des légumineuses dans l'interrang du maïs en silage précédant un blé tendre d'hiver. Nous avons pu constater que dans nos sols de limon battant hydromorphes très sensibles à la dégradation de la stabilité structurale, qu'un blé implanté en direct dans un couvert de légumineuses avait une meilleure levée, un meilleur développement que les modalités implantées avec travail du sol. Donc ceci s'est poursuivi également sur toute la durée du cycle du blé. Grâce à une courbe de réponse à l'azote, nous avons également pu mettre en évidence des gains de rendement en faveur du blé implanté sous couvert en termes de quintaux par hectare, à dose d'azote équivalente, donc ce qui indique qu'il y a un déplafonnement du rendement. Également, dans d'autres expérimentations, nous avons également pu profiter de l'interrang du maïs, laissé libre, pour y implanter un couvert et évaluer l'impact de la maîtrise de l'enherbement grâce à ce couvert, surtout après la récolte. Alors, ce qui est intéressant, imaginons que vous ayez envie d'expérimenter cette technique chez vous, parce qu'il faut toujours essayer, il faut toujours tester. Alors, dans le cadre du colza, peut-être qu'il y a des règles clés, des points essentiels à connaître. Et bien justement, on a demandé à Gilles Sauzet, donc qui est ingénieur pour Terre Innovia, de nous résumer ces points clés. Retenez bien, vous allez voir. Depuis quelques années, on fait des couverts permanents avec ce colza, des couverts permanents souvent exclusivement à base de légumineuses. Alors ces légumineuses sont du trèfle blanc nain, de la luzerne, mais également du sainfoin ou du lotier. Donc la démarche pour réussir ce couvert repose sur le fait que le colza, bien sûr, doit être la plante dominante sur la parcelle, mais avec ces couverts, on va dire, qui ont une croissance surtout printanière, cela ne pose pas de problème. Il faut les semer à une profondeur relativement réduite pour assurer la levée. Ensuite, ces couverts vont donner leur pleine mesure en termes de croissance durant l'interculture et bien sûr continueront leur croissance jusqu'à l'implantation de la céréale. Les bénéfices qu'on en attend sont bien sûr des bénéfices de couverture de sol pour limiter les VD adventices, mais également des bénéfices en termes d'azote, puisque le fait d'intégrer des légumineuses de façon relativement longue sur la parcelle doit permettre d'améliorer le milieu en azote et également d'améliorer la qualité de la structure par une augmentation de la densité racinaire. Alors, bien sûr, l'itinéraire technique est peut-être un peu perturbé et le comportement du colza, en l'occurrence, peut être un peu perturbé, essentiellement si on a des croissances excessives de nos légumineuses au printemps. Cette croissance excessive qui peut devenir concurrentielle, ce qui fait que l'agriculteur peut être obligé de contrôler la croissance de la légumineuse en faisant un herbicide relativement tardif. Deuxième cas de figure qui pourrait être problématique, c'est la couverture abondante du sol au moment de l'implantation de la céréale, qui pourrait également obliger l'agriculteur à contrôler cette croissance de façon à pouvoir installer son blé convenablement. Autre effet qui pourrait être négatif, c'est une levée abondante d'adventices dicotylédones durant l'interculture, ce qui obligerait donc une nouvelle fois l'agriculteur à contrôler ces adventices par une destruction
souhaité, donc de façon chimique ou de façon mécanique. Donc de ce fait, on aurait une disparition de notre légumineuse. Alors là, on a vu le cas du colza. Maintenant, on va voir le cas du blé. Jérôme Labruche, donc pour le blé, concrètement, quand et comment le sème-t-on? Alors la technique la plus classique, c'est de semer en semi-direct, c'est-à-dire de très peu bouleverser le sol pour de préserver au maximum le couvert végétal. Donc on va utiliser un semoir dit semi-direct à disque. Donc là, vous avez l'exemple d'un semis à faible vitesse avec un semoir à disque dans un trèfle derrière colza. Donc on voit un mélange de trèfle et de repousse de colza. Et donc on a un bouleversement du sol qui est relativement faible, ce qui permet de pouvoir continuer à concurrencer les mauvaises herbes et de permettre un maximum de survie du trèfle. Mais ça veut dire que les agriculteurs qui sont là, s'ils veulent essayer cette technique, ils ne peuvent pas le faire avec leur semoir traditionnel? Alors pour l'instant, on a moins de recul, mais on perçoit qu'il y a des possibilités de faire un travail mécanique très léger, de type déchômage superficiel, par exemple avec des disques indépendants, pour gratouiller un peu le sol. Ça peut éventuellement servir à détruire quelques mauvaises herbes, à calmer le couvert, à le réguler, non pas chimiquement, mais mécaniquement, et ensuite à pouvoir utiliser un semoir traditionnel, alors à disque quand même, hein, pas à soc, mais on perçoit des possibilités comme ça. On n'a pas trop de recul, mais c'est un axe de travail pour la campagne à venir. Alors là où ça va être très pointu sur le plan technique, c'est qu'après, il va falloir désherber la culture, mais pas désherber le couvert, puisque c'est pas ce qu'on recherche. Alors effectivement, c'est peut-être là la plus grosse gageure de la gestion du système, c'est qu'il peut y avoir des mauvaises herbes, malgré la présence du couvert, donc il faut quand même les détruire. Il faut ne pas tuer le couvert si on souhaite le garder, mais en même temps, s'appuyer sur le désherbage pour réguler la croissance du couvert, c'est-à-dire éviter qu'il soit trop concurrentiel de la culture à certaines périodes. Est-ce que vous avez mené des essais? Est-ce que vous avez des chiffres dans ce domaine? Alors oui, on commence à avoir des chiffres. Il y a eu un essai qui a été fait en 2014, 2 en 2015, sur blé, plus 1 en maïs cette année. Donc là, vous avez par exemple des images d'un essai qui a été réalisé l'année dernière. On avait croisé différents couverts végétaux semés. Un blé a été semé en semi-direct dessus. Et donc vous voyez par exemple des bandes où le couvert a été détruit, comme ici. En fait, c'est des herbicides qui l'ont détruit, alors qu'à côté, on a soit des témoins, soit des produits qui n'ont pas régulé. C'est des informations qui nous permettent, en comparant différents produits sur différentes légumineuses, d'apprendre à connaître celles qui sont sélectives des légumineuses, parfaitement sélectives, celles qui calment un peu la légumineuse mais sans la tuer, puis celles qui carrément vont la tuer. Et donc l'idée, c'est de traduire tout ça en termes de programme de désherbage pour tuer les mauvaises herbes en respectant le couvert et en le régulant. Alors quel est le talon d'Achille, le vrai point faible de cette technique? Alors le vrai point faible qui peut être extrêmement préoccupant dans la mesure où il n'y a pas trop de solutions de lutte, c'est les campagnols. Des campagnols qui peuvent proliférer alors dans différentes situations, hein, il n'y a pas que dans les couverts permanents, mais en général le fait de ne pas travailler le sol et de les couvrir toute l'année, c'est déjà quelque chose qui favorise les campagnols. Et en général, ça s'aggrave quand on y met des légumineuses qui sont a priori très appétantes parce qu'elles sont riches en azote. Et donc vous avez vu défiler tout à l'heure une image où vous voyez vraiment d'une concentration, une quantité, voilà, dans du trèfle, une quantité de campagnols très très élevée, et ça peut être quand même compliqué. Et s'il manque de chance, on a les campagnols, on fait quoi? Alors il faut essayer de faire le dos rond pour essayer quand même de gérer. Vraiment dans les situations les plus complexes, il faut essayer de retravailler le sol. Donc on risque très probablement de détruire le couvert, mais au moins d'essayer de bouleverser ces rongeurs et d'essayer de ramener les populations à un niveau plus raisonnable. Pour l'instant, on n'a pas de solution très très efficace, et donc le travail du sol reste quand même avant tout un moyen de lutte, pas complètement efficace, mais à ne pas oublier. Donc c'est ça aussi qui rend cette technique passionnante, parce qu'elle est complexe à mener, c'est vrai, il faut un peu de savoir-faire technique. Et à présent, on va attaquer la conclusion de ce show. Alors peut-être Philippe, concrètement, est-ce qu'il y a des voies d'avenir? Comment vous voyez l'avenir dans ce domaine? Alors les voies d'avenir, déjà pour vous, agriculteurs, si certains d'entre vous seraient tentés par la mise en œuvre de ce type de pratique, c'est une première voie d'avenir. Alors rassurez-vous, ici on force personne, hein, vous ferez ce que vous voulez chez vous, bien entendu. Et la deuxième voie d'avenir pour nous, notre boulot, c'est de vous accompagner dans la mise en œuvre de ces techniques en créant des références qui permettent de construire les itinéraires techniques adaptés.
Alors pour être le plus intelligent possible dans la construction de ces itinéraires techniques, il faut bien comprendre les choses. Bien comprendre les choses, c'est en gros, dans le cas présent, comprendre précisément l'impact de ces couverts permanents de légumineuses, à la fois sur l'azote, sur l'eau, sur aussi éventuellement microflore, microfaune du sol, et sur la teneur en carbone également. Donc pour ce faire, il faut faire des essais, en particulier des essais analytiques de longue durée. Donc là, prise d'exemple, cas d'école encore, d'ici 2 mois, il y a une plateforme là, qui va être lancée en Champagne-Ardenne, à proximité de Châlons, une plateforme de longue durée qui met en œuvre du coup des couverts permanents et qui vise à comprendre ces mécanismes-là. Donc c'est Arvalis qui techniquement est aux manettes, mais on réalise ça dans le cadre d'une association régionale qui est la REP et qui regroupe les acteurs majeurs du monde agricole champenois. Et puis vous allez voir, il y a de l'innovation. Effectivement, Jérôme, je crois qu'en matière de génétique, on peut attendre peut-être des évolutions. Alors effectivement, on perçoit des comportements complètement différents entre les différentes espèces de couverts, entre un trèfle, une luzerne par exemple, ou un lotier. On n'a pas du tout les mêmes effets sur les cultures. Ils sont plus ou moins faciles à gérer et on s'aperçoit même qu'entre les variétés de trèfle ou entre les variétés de luzerne, il y a du potentiel à exploiter pour avoir des couverts qui seraient intéressants agronomiquement, mais qui soient aussi faciles à gérer en minimisant l'usage des herbicides. Donc on explore actuellement cette voie génétique. C'est pas forcément un travail de court terme, mais plus de moyen ou long terme. Parce que là, il y a un véritable défi. Effectivement, on mène 2 cultures à la fois. Donc ça complexifie, mais c'est intéressant, on l'a vu avec les chiffres. Et l'idée, c'est quoi? Peut-être d'espérer des variétés qui auront des croissances différentielles. En gros, au bon moment, elles seront bien développées? Alors effectivement, les espèces ou les variétés peuvent se différencier sur plusieurs critères. C'est la dormance en hiver, c'est-à-dire que par exemple un trèfle, s'il fait doux, continue à pousser à l'automne et en hiver. Et du coup, il peut être extrêmement concurrentiel sur une culture comme un blé. Donc il faut savoir le réguler à l'automne si c'est nécessaire. Par contre, le lotier ou la luzerne présentent des variétés qui sont très dormantes et qui, elles, vont s'arrêter de pousser naturellement à partir de début novembre et on ne sera pas gêné. Un autre critère, ça peut être la hauteur de la plante au printemps. Et donc, si on a un trèfle nain, un trèfle blanc nain, il va faire potentiellement 20 cm en général. Trèfle blanc géant, un peu moins du double. Mais la luzerne peut être beaucoup plus haute. Et on perçoit, par exemple, qu'au sein des variétés, on a des pores végétatifs qui sont plus ou moins dressés, des hauteurs de plantes qui peuvent être différentes. Et donc, il y a un potentiel à exploiter pour essayer d'avoir des couverts pas trop compliqués à gérer au printemps dans des cultures. Donc on le voit, l'agriculture progresse très rapidement et c'est ça aussi qui la rend passionnante. Alors c'est à vous à présent poser vos questions. Vous savez, on est en petit groupe, vous avez des experts. Et si vous souhaitez peut-être l'adopter chez vous, est-ce que vous avez une question à poser? Qui souhaite poser la première question? Allez-y, il faut lever le bras. Le premier qui se... Je l'en remercie par avance, c'est toujours le premier. Monsieur au premier rang. Catherine. Monsieur, et je l'en remercie. Si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, Olivier Delay, je viens depuis la Suisse. Ma question, vous parlez de l'azote qui est disponible pour la culture suivante. Mais est-ce que l'azote n'est pas déjà disponible pour la culture en place de ces couverts? Très bonne question. Dans la culture où on vient d'installer le couvert, la première année. Exactement. Alors, l'azote, c'est un grand sujet d'interrogation. Donc aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses à notre question. A priori, le couvert est quand même très peu développé au moment où on installe le couvert. Et en plus, le couvert reste vivant. Donc, a priori, on ne peut pas espérer énormément d'effets positifs tant que le couvert reste vivant. Et surtout la première année d'installation du couvert. Donc je dirais qu'il ne faut pas trop espérer. Malgré tout, on a observé, par exemple, dans le cas d'un colza, un colza seul et un colza associé à un petit trèfle blanc avec un trèfle qui était vraiment tout petit à l'automne. Le colza, au moment où il s'est arrêté de pousser, vous savez, il y a un moment où il rougit quand il commence à manquer un peu d'azote, vers octobre en général. Finalement, là où il y avait ce tout petit trèfle, dans un essai, c'est qu'un essai, une année, il a continué à pousser en restant plus vert. Il a fait plus de biomasse. Donc, et ça m'a vraiment complètement bluffé parce que sur le papier, il n'y avait rien à espérer. Donc il y a probablement des choses à découvrir, mais je pense que ça reste sans doute sur des quantités assez faibles. Là où l'enjeu azote nous semble le plus important, c'est quand on aura réussi à avoir un beau couvert bien développé, donc au moins après une année d'installation, et où on va le détruire. Et où là, il y aura une libération d'azote qui risque d'être assez conséquente. Et on peut espérer, on a mesuré des enjeux de l'ordre de 30 ou 50 unités. Donc là, on peut espérer quand même beaucoup mieux à ce niveau-là.
Là, on a déjà effectivement des références par rapport au. On a fait déjà des intercultures, on va dire classiques, à base de légumineuses, avec des destructions, comme l'expliquait Jérôme. Et en termes de mesures, ce qu'on observait, c'est que pour la culture suivante, vraiment celle qui suivait, il y avait entre 25 et 50% de l'azote qui était contenu dans la légumineuse qui était valorisé par la culture suivante. Donc du coup, vous avez quand même 50 à 75% de l'azote qui est dans le système et qui sera redistribué au fur et à mesure dans les cultures N plus 2, plus 3, etc. D'où l'idée aussi pour nous de faire des essais longue durée. Merci pour la réponse. La deuxième question, vous parlez de régulation des couverts dans les céréales, par exemple. Si on prend une luzerne, comment est-ce que vous la régulez? Parce que vous n'avez pas cité de nom précis de produits. On a souvent des luzernes qui dépassent les céréales. Alors, il y a différentes possibilités. Donc, régulation à l'automne, normalement, c'est pas nécessaire dans la mesure où la luzerne s'arrête de pousser. Elle repart à partir de mi-mars, approximativement. Et donc, on va, par exemple, utiliser du Staran, qui est un anti-gaillet. Donc, on peut utiliser, par exemple, un désherbant blé classique, un herbicide blé classique, pour réguler la luzerne. En général, quand même, il faut des fois répéter l'opération. Donc, pour l'instant, c'est une source de questionnement. C'est-à-dire que dans certains cas, pour bien contrôler les luzernes, parce qu'en fait, au niveau de l'homologation des produits, on a droit à des matières actives comme le fluoroxypyre ou le méthsulfuron jusqu'au stade dernière feuille étalée. Et ensuite, jusqu'à la récolte, il n'y a plus rien d'homologué. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et ça, c'est une vraie source d'interrogation parce qu'il ne faut quand même pas se louper vers le gonflement du blé, parce qu'il faut taper une dernière fois et vraiment ne pas... il faut calmer suffisamment les luzernes pour ne pas être gêné à la récolte. Et c'est pour ça que dans certains essais, on privilégie le trèfle, qui est plus court et qui nous semble plus sécurisant avec les connaissances actuelles. Mais bien évidemment, on continue à travailler le sujet au niveau des herbages. Et c'est pour ça que j'évoquais la piste génétique. Et on pense surtout d'ailleurs à la luzerne, parce que c'est potentiellement une plante assez envahissante, qui peut être haute, qui peut dépasser d'un blé. Et forcément, si on pouvait trouver des luzernes plus courtes, à plus faible gabarit, ce serait quand même très intéressant. Ou c'est changer d'espèce, prendre un lotier moins envahissant qu'une luzerne. Vous voyez, il y a plein de pistes. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, un témoignage? Monsieur, au troisième rang, Catherine, juste derrière vous. Effectivement, il faut conduire la culture avec le pied sur le frein, toujours. Monsieur. Voilà, bonjour, Jérôme Breton, je viens de Belgique et je souhaiterais en fait faire de l'association donc colza trèfle pour pouvoir après récolter le trèfle et le valoriser en méthanisation. Donc première question, c'est est-ce qu'économiquement ça peut tenir la route, donc voir un petit peu les rendements en trèfle qu'on pourrait obtenir. Et deuxième chose, considérant que mon trèfle, donc je vais le récolter au mois d'octobre, est-ce qu'il aura encore assez de vigueur pour pouvoir accepter un semis de froment de céréales dedans pour pouvoir redémarrer l'année suivante et accompagner mon froment la deuxième année? Alors, le potentiel de rendement, je vous dis, dans un essai, on a mesuré jusqu'à 7 tonnes de biomasse. Alors là, il faut faire attention aux chiffres, c'est que ça semble élevé, mais nous, on s'intéresse à l'azote des parties aériennes et on coupe tout à ras du sol. Les feuilles, les pétioles, mais aussi les stolons. Dans le cas d'une récolte mécanique, bien évidemment, on va laisser une partie du trèfle sur le sol. Alors, je ne serais pas capable comme ça, parce que j'ai pas trop d'expérience dans le domaine des fourrages, mais je ne pense pas qu'on puisse récolter plus de la moitié de cette biomasse-là. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il faut faire un calcul en termes de coûts. Et là, honnêtement, au niveau économique, on n'a pas encore évalué les enjeux de cette technique. Tout simplement parce qu'en fait, l'économie, c'est facile de faire des calculs, mais c'est surtout les hypothèses. Et on se sent encore pas suffisamment solide au niveau de nos hypothèses. C'est un sujet nouveau et on préfère travailler la technique pour l'instant, travailler sur la mise au point d'itinéraire. Et on verra peut-être un peu plus tard pour les aspects économiques. Après, le trèfle, une fois qu'il est coupé, il repousse parfaitement bien. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Si vous exploitez un trèfle blanc, s'il s'agit bien d'un trèfle blanc, il sera capable de repartir. Donc si on te suit, récoltable, c'est plutôt 3-4 tonnes. Oui. Alors après, pour en récupérer une plus grande partie, il faut peut-être privilégier des espèces plus hautes, en hauteur, type trèfle violet, luzerne, dans la mesure où si on met une barre de coupe à quelques centimètres de hauteur, proportionnellement, on en ramassera plus que sur du trèfle blanc, je pense. Non, mais ces variétés-là vont avoir une influence sur la récolte du colza, non? Effectivement, il y a un peu plus de risques. Après, je ne l'ai pas dit dans la régulation sur la question précédente. On a parlé des herbicides pour réguler, mais la meilleure régulation, c'est quand même d'avoir une très belle culture. D'ailleurs, vous le voyez sur les mauvaises herbes, quand vous avez loupé une culture, qu'elle est chétive, qu'il y a des trous,
En général, si jamais il y a des mauvaises herbes, elles en profitent, elles se développent énormément, elles sont très nuisibles du coup pour la culture. A contrario, une culture bien installée, bien épaisse, ce qui va avec l'installation mais aussi la fertilisation de la culture, ça va jouer sur la régulation. Donc si vous avez un très beau colza, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait énormément de risques avec une luzerne sous couvert de colza, mais c'est vrai que ça peut arriver qu'on loupe un colza, et dans ce cas-là, effectivement, il y a plus de risques. Bon. Donc c'est peut-être des choses à essayer, je dirais, pour l'instant, sur des petites surfaces. Après, il y a aussi des gens de Terre Innovia qui sont présents et qui pourront plus vous parler des cultures associées au colza. Ils ont un peu plus regardé ces aspects-là qu'Arvalis. Terre Innovia, anciennement Cetium. Alors, on a le temps d'une question, juste avant de passer un petit jeu. C'est pour ça qu'on vous a donné des boîtiers. Une question, un témoignage qui souhaite préciser, compléter. Allez-y, font profiter. Monsieur. Oui, juste. Qui connaît bien la partie. Bonjour, Victor Le Forestier de Seine-Maritime. En fait, c'est une question qu'on a abordée en groupe hier lors d'une réunion de terrain. Et en fait, on était un peu bloqué dans l'idée. On se disait, Sud-Loire, ok, très bien, on va bientôt commencer la récolte du blé. Donc finalement, la dernière partie de la concurrence à gérer avec la légumineuse, ça se fait assez bien. Par contre, en fait, là, en bordure maritime, on va récolter dans encore 1 mois et demi, même encore un peu plus que ça, quoi. Et donc, luzerne, je vous rejoins carrément, quoi, ça fait un peu peur. Et même un trèfle blanc, va falloir réussir à le calmer jusqu'au 15 août, quoi. Alors, avec le trèfle, on a quand même plutôt des expériences inverses, parce que il est très agressif d'octobre à mars, en gros. À partir du moment où on arrive au stade 1 nœud du blé, on a un blé qui va faire, 15-20 cm de haut, qui commence à être assez épais, et le trèfle commence à plus trop voir la lumière, surtout dans des terres où il y a du potentiel. On a quand même des blés assez épais, et on a eu tendance, alors c'est vrai que chez Arvalis, on essaie de préserver les cultures, de gérer la compétition, et on a parfois perdu nos trèfles par excès de compétition de la céréale. Parce que quand un trèfle ne voit plus la lumière pendant 3 mois, il souffre un peu. Et c'est assez difficile, et je dirais que autant la luzerne, on a tendance des fois à se faire un peu déborder, enfin en tout cas on sent que l'équilibre, il faut bien le gérer, c'est un petit peu délicat. Autant les trèfles, ils peuvent être très agressifs à faire 4-5 tonnes en hiver sur du blé, donc c'est un peu chaud à gérer parfois, mais à la montaison et en fin de cycle, je pense que c'est exactement l'inverse qui peut arriver. Donc voilà, à un moment, il faut mettre la pédale sur le frein. C'est là que c'est très technique, et je pense que dans 2 parcelles différentes, avec 2 conduites identiques, on n'aura peut-être jamais la même chose. Donc ce sera toujours des compétitions, et donc il va falloir gérer au cas par cas. Et c'est là que ça semble très, très technique à gérer. Ouais, et puis du coup, peut-être apprendre à parfois gérer l'azote un peu différemment, quoi. Effectivement. Ça fait une variable de plus dans la gestion de l'azote. Voilà. Parce qu'un blé fertilisé à l'optimum, qui peut être très épais, il exerce une compétition énorme sur les légumineuses. Il a tendance des fois à les faire un peu disparaître. Donc c'est bien si c'est plus sécurisant, mais ça peut être frustrant si on veut garder le couvert. Et on voit par exemple que dans des doses d'azote plus basses, voire des témoins sans azote, les couverts sont en nettement meilleur état. Donc c'est vrai que c'est des systèmes où il faudrait plutôt être en fertilisation un petit peu basse, en termes de fertilisation azotée, mais la question c'est est-ce que ça correspondra à un optimum azoté, parce que si on perd du rendement, pour garder le couvert, voilà, ça va pas être pleinement satisfaisant. Donc voilà, c'est là qu'il y a un travail à faire pour apprendre à gérer un couvert, autant avec la compétition de la culture qu'avec les herbicides, j'insiste sur les deux, voilà, et avec la génétique en plus.